Je vous propose qu'on démarre. Il y a eu des annonces faites au milieu de la salle expo et on a eu quelques personnes qui sont arrivées. Donc on va croiser les doigts qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne pour nos intervenants. Écoutez, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Sergio Capitao, directeur du pôle de compétitivité des Forcars. On est un réseau d'entreprises et de laboratoires de près de 400 membres qui œuvrent dans l'industrie des mobilités sur le Grand Ouest de la France. Et j'ai le plaisir de modérer cette table ronde qui a un titre très long, mais moi je vais faire plus court, c'est Digital et mobilité. Alors pourquoi cette table ronde et pourquoi ce titre ? C'est qu'en fait finalement on a pu voir qu'il y a eu avec le Covid énormément de sujets qui ont basculé, qui se sont accélérés, et le digital en fait partie. Alors digital et la mobilité a commencé avant le Covid, mais le Covid a eu forcément des choses qui ont mis en exergue le sujet. Et finalement, la table ronde, elle a pour objet de savoir si finalement on a des facteurs d'accélération, c'est quoi la perspective, qu'est-ce qui a accéléré, qu'est-ce qu'on a devant nous sur cette question du digital et de la mobilité. Il y a un investisseur américain qui avait dit il y a quelques années, enfin quasiment une dizaine d'années, que le logiciel allait dévorer le monde. Et finalement, la question c'est est-ce que le digital va dévorer la mobilité? Et c'est un peu à cette question-là qu'on va essayer de répondre tous ensemble autour de cette table ronde et avec vous, bien sûr, puisque vu le nombre que l'on est, on pourra avoir des échanges faciles, entre guillemets, entre nous. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de présenter très rapidement, et puis ils pourront le faire plus longuement, puisque l'objet, c'est aussi qu'ils nous parlent de leur expérience. Donc, je vais commencer au bout de la table avec Eric Monceron, qui est membre de la gouvernance Topos, qui est une structure partenaire que l'on a en Nouvelle-Aquitaine, et notamment du côté de Bordeaux, et qui s'occupe de mobilité numérique, avec près de 80 membres de mémoire, et qui œuvre sur beaucoup de sujets autour des ITS et d'un certain nombre de sujets liés à la mobilité numérique et connectée. Si je l'ai dit comme ça, Eric, on est tout bon ? Presque. Forcément, je laisse un peu de teasing. Juste 30 secondes pour expliquer en fait que je suis directeur de projet numérique au sein de Bordeaux Métropole également. Donc j'interviens sur des projets d'innovation à la frontière, on va dire, de la mobilité et à la frontière de l'énergie. Voilà. Donc on a eu l'occasion de mener des projets en lien avec Topos et j'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui parce qu'en fait ça me rappelle des souvenirs puisqu'on avait organisé le congrès mondial des ITS en 2015 et dans des locaux complètement renouvelés. Et donc voilà, je trouve ça très agréable. Merci Eric. Et oui, effectivement, donc je représente Hervé Marchilly qui m'a demandé effectivement, qui était empêché aujourd'hui, donc je l'excuse auprès de vous. Merci Eric. Jérôme Journeau, Velco, vous êtes à la table où il faut partager le micro, donc j'espère que vous êtes à jour de votre passe sanitaire tous les deux. Oui, chef. Jérôme Journeau, donc société Velco. Moi, la façon dont je pitch Velco, c'est vous proposer des produits connectés pour améliorer la question des micromobilités. Si je le dis rapidement comme ça, je ne suis pas tout à fait exact, mais je ne suis pas complètement faux. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de proposer une solution de connectivité aux deux roues, particulièrement en ce moment, notamment au vélo, en connectant par exemple le guidon, qui va ensuite émettre des données vers une plateforme de gestion ou une plateforme de supervision pour un opérateur de flotte, par exemple, mais aussi pour un cycliste qui pourra être connecté avec son vélo. Avec son smartphone à son vélo et déclencher des actions et des commandes sur son vélo. Donc en fait l'idée c'est de rendre un vélo intelligent. Voilà. Ok. Et VAE. Merci Jérôme. Arnaud Julien, Keolis, opérateur de mobilité, un des opérateurs de mobilité, pas le seul mais un des principaux. Je vous laisse vous présenter un peu l'activité. Oui, merci. Donc je suis Arnaud Julien, je suis directeur de l'innovation, de la data et du digital au sein du groupe Keolis. Et donc groupe Keolis qui est un acteur de mobilité présent à travers le monde, leader sur la partie métro automatique, sur le tramway, qui a le plaisir d'être l'opérateur de Bordeaux. Merci Arnaud. Xavier, ouais. Bonjour, donc Xavier Monod, moi je suis directeur client voyageur chez Transdev, autre opérateur des mobilités, intégrateur. Et donc derrière alors je m'occupe beaucoup du voyageur et notamment de tout ce qui est application et toute fonctionnalité autour du voyageur. Et donc derrière ça, on peut décliner le marketing, l'innovation et les services
pour le voyageur. Voilà. Okay. Et très heureux d'être là parce qu'en fait, on commence à avoir un tout petit peu de recul sur des sujets tels que le MAS et c'est intéressant de voir l'impact que ça peut avoir. Tout à fait. Merci Xavier. Et puis je termine par notre dernier intervenant de la société Téléae. Je te laisse te présenter. Ça marche. Bonjour à tous, donc Vincent Leblond de la société Téléae. Nous, on est une toute jeune entreprise, on a été créé l'année dernière. On est parti vraiment du constat qu'il y a des choses qui bougent dans la mobilité. Et en fait, quand on était créé, on était en plein début de cette crise Covid, mais nous, on avait déjà pris le constat qu'il y avait des choses qui bougeaient. Ça va encore plus bouger maintenant et que pour aider les territoires, les opérateurs de mobilité à mieux planifier la ville, à anticiper, à concevoir les services de mobilité, il fallait mieux s'outiller. Qu'il se passait pas mal de choses aussi en termes de données et que ça permettait de nourrir de nouvelles approches, ça on en parlera. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on est surtout en approche de cabinet de conseil, donc on vient accompagner des collectivités et des opérateurs de mobilité dans le développement de leur mobilité, de l'optimisation de leurs services de mobilité. Et par ailleurs, on développe une solution, une plateforme de simulation et de visualisation de données qu'on utilise pour nous et qu'on commencera bientôt à diffuser pour nos clients pour qu'ils soient autonomes dans leur aide à la décision propre. Voilà. Ok. Merci Vincent. Finalement, moi ce que je vous propose, on a plusieurs temps dans cette séquence, on est quand même sur un sujet un peu cathédral, comme j'ai pu le dire à certains d'entre vous. Et moi ce que j'aimerais pour aujourd'hui les personnes qui nous écoutent, c'est de leur donner un petit peu une vision. Enfin, on va regarder dans le rétroviseur et de se dire ces dernières années, quand on dit digital et mobilité, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on parle beaucoup de digital, mais finalement le digital est souvent en back-end, en back-office un peu des sujets. On a plutôt vu des trottinettes arriver, du free floating, on a vu plein de choses. Le numérique, il est clairement intrinsèquement lié à cette révolution-là. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Alors je peux donner la parole peut-être aux opérateurs. Xavier Arnaud, celui qui veut commencer, il n'hésite pas. Mais je pense qu'une vue un peu globale serait intéressante pour démarrer cette séquence. Bon. Allez, je vais me lancer. Moi, en fait, il y a un peu deux axes sur lesquels on peut réfléchir. Le premier, c'est qu'est-ce qui est visible du voyageur et qu'est-ce qui n'est pas visible du voyageur dans le digital et que nous, on utilise. Donc, dans ce qui est visible du passager, ce qu'il faut voir, c'est quand même on vit une grande révolution qui est poussée pas que par la mobilité, mais par les usages que nos passagers peuvent vivre dans d'autres secteurs. Ça peut être Amazon ou d'autres, voilà, et notamment Uber aussi, qui a été un bon aiguillon pour nous transformer. Et donc, ce qui a changé depuis quelques temps, c'est, vous le voyez aujourd'hui, c'est d'avoir de l'information en temps réel. C'est le cas là quand on est sur le tramway ici, du calculateur d'itinéraire. Je suis d'un point A, je vais aller au point B. Quel est le meilleur chemin et quels sont les modes qu'on peut me proposer. Système de paiement. Le paiement et les ticketing sur mobile, l'open paiement via tout ce qui est carte de crédit. On peut réserver du TAD maintenant avec une appli, donc TAD, transport à la demande. Exactement. Évidemment, on peut réserver aussi les vélos location longue durée. Donc c'est ce qu'on a proposé en Ile-de-France avec Véligo, où le parcours d'inscription, toute l'inscription est totalement digitalisée. Et puis, c'est l'émergence du MAS. On en reparlera. Donc, le MAS, c'est quoi ? C'est calculateur d'itinéraire couplé à du paiement multimodal. Donc, vous pouvez du coup réserver et payer votre vélo, de l'autopartage et puis le transport public, notamment. Voilà, donc ça, c'est ce qui est visible du client. Donc, ça quand même, dans l'expérience, ça modifie beaucoup de choses. Il y a un facteur d'attractivité pour le passager. Et puis nous, côté donc opérateur, derrière, dans nos opérations, on utilise beaucoup toutes ces données-là pour comprendre alors les origines-destinations, la fréquentation, l'affluence. Et donc tout ça nous aide à adapter notre offre au mieux pour le passager. Et donc, on en reparlera tout à l'heure, avec des systèmes de capteurs, etc. dans les bus. Pour des scolaires, on modifie le nombre de buts de cars qu'on peut mettre. Et puis en ville, on peut totalement repenser notre offre de mobilité. Voilà. D'accord. Est-ce que finalement, Arnaud, est-ce que le numérique, le digital a servi à faire exploser les services ou est-ce que le digital a accompagné les services ? C'est une bonne question, mais je reprendrai votre première question, qui était de dire est-ce que le digital va dévorer la mobilité ? En fait, non, il ne va pas dévorer la mobilité. Le digital, il faut bien comprendre que
Le digital, c'est pas aujourd'hui que de la technologie, c'est plutôt un enabler. Le digital, c'est avant tout la transformation digitale, c'est avant tout une transformation des usages et des modes de consommation. Et les gens consomment différemment. Si je reprends l'exemple du calculateur d'itinéraire, si on va un petit peu en arrière, nous on constate et on suit comment les gens utilisent le calculateur d'itinéraire. À un moment donné, je cherchais avec une station je cherchais une station. Après, je cherchais une adresse. Après, je cherchais un point d'intérêt. Et nous, on voit dans les usages qui sont engagés derrière la multimodalité. Parce que finalement, le digital donne accès à plus de choses, donne accès à plus d'offres. Alors, c'est à nous d'améliorer l'offre, d'améliorer cette offre de multimodalité. Donc, le sujet du MaaS est un exemple, un facilitateur. Alors, le MaaS, ce n'est pas qu'une application digitale et une solution technique ou technologique. Le MaaS, c'est avant tout Mobility as a Service, c'est avant tout une offre associée, effectivement. Une offre physique. Une offre physique et l'offre d'un opérateur de mobilité et l'offre d'une autorité organisatrice de mobilité, c'est avant tout une offre globale. Et en fait, une application mobile, c'est cœur de l'offre. Parce que finalement, le voyage, c'est pas simplement prendre un bus, un tram. Le voyage, c'est penser son voyage, anticiper son voyage ou pas. C'est connaître l'affluence à bord pour son voyage, parce que c'est aussi un sujet de réassurance, c'est un sujet de connaissance, si je peux m'asseoir ou pas. Et avec la crise Covid, ça a intensifié, accéléré certaines demandes. Et donc, le MaaS, c'est aussi ça, c'est toutes ces briques-là. C'est effectivement le sujet de la facilité et la diversité de la billettique. Alors, d'un point de vue technologique, on complexifie tout parce qu'on empile un peu les modèles, les difficultés. Donc le digital, ça crée de la complexité, mais c'est aussi l'opportunité de créer de la simplicité, d'aller chercher de la fluidité. Donc ça, c'est le sujet pour le voyageur. Et effectivement, comme tu le disais, il y a aussi le sujet derrière. Donc il y a le sujet de la data. Le sujet de la data, la mobilité produit énormément de data. Elle n'a jamais produit autant de data. Et donc tout ce sujet de la data, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le traite, comment on se professionnalise sur ce sujet-là. Et donc là aussi, c'est le sujet cœur de se dire comment on allie, en tout cas chez Keolis, on allie cette expertise de la mobilité avec l'expertise de la data, de l'IA, justement, pour comprendre, anticiper et puis améliorer l'offre. Parce que finalement, cette compréhension du digital permet de comprendre les mobilités. Donc comprendre les mobilités de transport public, comprendre l'ensemble des mobilités, parce que ça s'inscrit effectivement dans un territoire, et on le voit sur certains, si je prends des exemples de territoires où les contrats sont complètement intégrés, c'est l'exemple de Dijon, qui avec le parking, avec le vélo, ça nous permet justement d'avoir une offre multimodale riche. Et on voit quand elle est simplifiée dans la présentation, à travers l'application, on a une application avec 125 000 users, ça fonctionne et on crée de la fluidité. Donc c'est ça aussi le digital, c'est comment on améliore le service de mobilité au quotidien. Ok. Et Eric, Jérôme, Vincent, un commentaire sur ce que viennent de dire Xavier et Arnaud ? Effectivement, donc on peut reprendre effectivement ces différentes possibilités. Je pense que ça colle bien à l'évolution des offres et des services de mobilité. Donc ce qu'on a sur le territoire en 2020-2021, c'est une offre multimodale. On a différents maillons, effectivement. La structure principale, bien sûr, c'est les transports en commun. Mais on a un certain nombre de services qui se sont développés. Donc on a une approche d'une mobilité plurielle. Donc je pense que l'outil MaaS, effectivement, est un outil intéressant pour intégrer et puis proposer, effectivement, également une expérience usagée augmentée quelque part. Le choix qu'a fait, en fait, Bordeaux Métropole, c'est, puisque je vais l'évoquer, donc c'est d'intégrer le développement de ce type d'outils dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, donc à l'échéance, je pense, 2023, on va dire. Voilà, donc on est Mais qui se fera que par le biais de l'opérateur choisi, ou est-ce qu'il y aura une intégration de l'offre publique et privée ? Parce que sans rentrer dans la suite de Joker, notre monsieur, Joker d'accord. Donc effectivement, il a droit à plusieurs jokers. Je vous le préviens tout de suite. Il a un pass, il a un totem d'immunité. Ce qui est intéressant de souligner, justement, c'est l'évolution de l'offre. L'évolution de l'offre, effectivement, de transport sur le territoire. Et l'autre point, mais on en discutera peut-être plus tard, que je trouve également très intéressant, c'est le point d'entrée de l'automobiliste. Parce qu'effectivement, dans la mobilité,
notre cœur, le sujet sur lequel on travaille fortement, c'est l'autosoliste. On travaille également sur les territoires, le lien avec les territoires périurbains qui sont forcément desservis de manière un peu plus forte par cette automobile. Et donc, comment, et là je repose une question quelque part, comment vous prenez en compte cet automobiliste dans ce type d'approche, finalement? Et je rebondis sur la question, et puis Jérôme, je vais te laisser compléter. C'est finalement, on a parlé beaucoup de report modal, de nouvelles mobilités, de multimodalité, de mobilité plurielle. J'essaie de me rappeler tous les termes qui tournent autour de cette thématique-là. Et finalement, la question étant de dire comment on évite l'autosolisme, comment, entre guillemets, on arrive à rapatrier, je vais dire ça comme ça, des automobilistes, des autosolistes dans les transports en commun au maximum pour justement fluidifier la ville et améliorer la mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que l'on a sur les 10 dernières années autour des initiatives, autour du démarrage du MaaS, qui finalement ne sont que des briques qui sont en train de s'enchaîner, et que là, on essaie d'avoir une approche intégrée avec ce concept. Est-ce que finalement, ces 10 dernières années ont montré, avec le développement aussi des micromobilités, que fondamentalement, on commençait, entre guillemets, à avoir des choses intéressantes, notamment en lien avec les enjeux environnementaux qui sont devant nous? Moi, si je peux rajouter effectivement quelque chose, le premier constat, c'est que la pratique du vélo n'a pas attendu le digital. C'est-à-dire que on voit quand même depuis quelques années un frémissement. Évidemment, il y a eu un gros effet accélérateur en 2020. Mais voilà, la pratique du vélo et du deux roues s'ancre de plus en plus dans les mentalités. Je pense que le digital était jusqu'à présent un bonus. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un SIM, s'il y a une application, je vais l'utiliser, mais fondamentalement, je vais aller à mon bureau tous les matins. J'ai ma petite routine. J'ai quand même un petit peu de mal à en changer. Effectivement, ça change quand même malgré tout. Mais on voit bien que la contrainte, c'est la contrainte qui crée le changement. La contrainte des embouteillages, la contrainte des transports saturés. On y reviendra. La contrainte des intempéries. Non, mais... Je pense que Xavier a eu la même réaction que moi. C'est qu'aujourd'hui, j'ai vu une statistique. Manhattan, le transport qui est le plus lent à Manhattan, c'est la voiture. 4,7 miles par heure. Alors que quand vous marchez à plus de 5. C'est de la fin, juste pour vous donner ce chiffre. Donc oui, ils ont une contrainte maximale. Mais tout à fait. On est dans une tendance où on réfléchit quand même malgré tout de plus en plus à sa contrainte. C'est-à-dire qu'on prend plus sa voiture. Enfin, si on continue justement, mais c'est quand même dans les années à venir, on se pose quand même un peu plus de questions sur ces fameuses contraintes du quotidien. Mais y compris les contraintes des intempéries pour les vélos. C'est exactement ça. Ouais. En revanche, donc voilà, juste pour finir, en revanche, le digital, et moi j'appelle ça un peu le syndrome de Citymapper, c'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, là où le digital est anecdotique, devient de plus en plus présent, voire, on peut prendre un cliché extrême, c'est-à-dire, je regarde Citymapper le matin ou je regarde une appli, elle me dit quel est mon mode de transport le plus rapide et je fonce dans ce qui existe comme offre. Ça peut être ma voiture. Bien sûr. Voilà, mais voilà. Ok. Justement, pour rebondir, vous vouliez intervenir? Ouais. Il y avait un début de question que vous aviez posé, qui était le sujet de la voiture. Et la voiture, est-ce qu'on la prend en compte dans tout ça? Donc, en fait, c'est central le sujet de la voiture. Il faut la prendre en compte. Il ne faut pas culpabiliser les autosolistes, mais à un moment donné, il y a des actions qui fonctionnent. Dans le calculateur d'itinéraire, ça fait partie des choses à intégrer. Le sujet de la voiture, le sujet du parking est clé. Et ça, nous, partout, on l'a expérimenté. On a vu que c'était clé de donner de l'information sur les disponibilités des places, de faciliter. Cette information, elle fait partie de ça. Et puis, il y a des sujets aussi quand on prend, et je vais rentrer par l'exemple. Quand vous prenez le sujet de la voiture et vous dites pour aller de tel endroit à tel endroit, il faut combien de temps par rapport au transport en commun? C'est moins. Non, parce que vous intégrez pas toujours le parking. Et effectivement, dans l'inconscient collectif, en bus, c'est 20 minutes, en voiture, c'est 10 minutes. Non, c'est pas 10 minutes, parce que souvent, là, il faut 10 minutes pour se garer, et puis après, on se gare à 3 minutes à pied, etc. Donc, c'est toute cette complexité qui est intégrée, et que nous, on essaye de pousser, de mettre en avant, surtout pas diaboliser. Et après, il y a des sujets, des exemples qui sont intéressants. On voit sur certains territoires aussi, de se dire une journée sans voiture. Et donc, et on voit qu'on a accompagné des gens, des autosolistes, qu'on n'a pas fait culpabiliser, mais qui à un moment se sont dit et pourquoi pas. Et il y en a qui ont vendu leur voiture derrière. Donc ça, c'est une petite victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Je crois qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il y a une loi d'orientation des mobilités qui a été adoptée. Elle plante quand même un cadre assez fort. C'est une loi importante.
Elle insiste. Est-ce que vous pouvez rappeler pour les personnes qui sont ici, en quelques mots, ce qu'est la loi d'orientation des mobilités, parce que je pense qu'on est tous familiers du terme. On peut le schématiser en disant que c'est une boîte à outils qui accompagne en fait, qui déjà met en avant la révolution numérique pour la mobilité et les transports, et qui acte une nouvelle fois le passage des transports à la mobilité. Ce terme de mobilité. Une vision plus solution que moyen, un ensemble de solutions, et il y a en particulier des articles de cette loi d'orientation mobilité qui traitent de l'outil intégrateur, mobility as a service, aussi bien du point de vue de l'information que du point de vue du paiement. Alors, il y a une nouveauté beaucoup plus récente que je trouve particulièrement intéressante du point de vue des collectivités territoriales, c'est l'article 122 de la loi climat-résilience, qui, d'une certaine manière, fait obligation aux services numériques embarqués. Alors, si on distingue les services numériques monomodaux des services numériques multimodaux, donc là, on parle surtout des services numériques multimodaux ce matin, mais les services monomodaux existent puisqu'ils sont embarqués à bord des véhicules, et obligation est faite, par décret d'application, d'une part de signaler et d'indiquer la présence de zones à faible émission, le cas échéant. Donc il y a des dates butoirs qui ont été accélérées, on va dire. Et puis le report modal également, la question du délestage, les itinéraires que certains navigateurs induisent d'une certaine manière. Donc voilà, la loi prend en main un certain nombre de questions. Je trouve ça très intéressant. D'accord. Effectivement, c'est un cadre qui est dimensionnant, et justement pour aller vers et qui donne une perspective. Donc là, on a fait une sorte d'état des lieux, même si on a déjà commencé à projeter un certain nombre d'imaginaires, ou en tout cas de sujets qui sont très court terme ou voire long terme. Mais quand on parle de digital, souvent il y a plusieurs sujets qui sont un peu redondants dans le monde du digital. La question de l'inclusion. Tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde ne sait pas utiliser, a un smartphone mais ne sait pas l'utiliser. Il y a des questions générationnelles qui sont là-dessus. Donc comment on fait une mobilité inclusive, déjà en lien avec le numérique, c'est déjà un premier sujet. On a un autre sujet qui est le modèle économique, parce que tout ça, finalement, qui le paye? Est-ce que c'est l'usager? Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, autant on voit bien des modèles de plateformes de type américaine qui ont un modèle économique qu'on comprend très bien, puisqu'ils ont été longuement étudiés. Sur d'autres sujets, c'est plus difficilement compréhensible. Comment vous voyez cette question-là, sur ces enjeux liés au digital et mobilité? Je passe la parole à qui veut la prendre. Peut-être juste sur le modèle économique, hein, effectivement, c'est un système de plateforme, mais qui, dans le milieu de la mobilité, l'équation est assez difficile à boucler. Nous, on est opérateur de deux masses en France, hein, Mulhouse et Saint-Étienne. Comme la mobilité, elle a besoin d'être subventionnée, et la plateforme aussi, en fait. Hein. Les revenus générés par cette plateforme sont très limités. Donc, faut pas se leurrer là-dessus, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez déjà mis en place à Mulhouse ou à Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a le paiement intégré? Est-ce qu'il y a déjà tout ça? Oui, le paiement intégré, multimodal, incluant les parkings, l'autopartage, le vélo, les taxis. D'accord. Voilà. Et donc, alors ça fonctionne bien. On a un bon taux de pénétration en termes d'utilisation. Saint-Étienne, on est à 20 000 comptes créés, essentiellement des gens qui habitent Saint-Étienne. Hein. Donc, quand on regarde la municipalité, c'est à peu près un peu plus de 10% des gens qui ont un compte mobilité, donc c'est quand même significatif. Et c'est pas que des gens qui prennent les transports en commun, ils utilisent tous les autres services. Ils utilisent tous les autres modes, voilà. D'accord. Et là, justement, quand je vous entends parler comme ça, on se dit, bah tiens, c'est comme dans d'autres services qu'on peut entendre. Il y a finalement, on utilise des taxis, donc on peut se dire qu'il peut y avoir un prélèvement, une sorte de, entre guillemets, de taxe ou de cash-in qui arrive en se disant, bah voilà, le fait d'utiliser, passer par notre service, vous avez un truc intégré, donc vous payez 10% plus cher ou 5%, et c'est prélevé par l'opérateur qui manage le truc. Ça, c'est pas envisageable aujourd'hui, parce que on se dit souvent et de l'autre côté, on entend que on doit faire la gratuité des transports en commun. Donc comment on se balade dans tout ça? Alors, de toute façon, les marges prises par les opérateurs de paiement sont quand même assez faibles, surtout sur des tickets à 1 euro ou 1,50 €. Donc voilà, c'est marginal. D'où aussi le problème du modèle économique. Hein. Voilà, quand vous prélevez quelques centimes, il faut vendre beaucoup de tickets pour rentabiliser le système. Donc
Je dirais que sur votre question, attendez, elle est orientée comment, pardon? Alors pour moi, il y avait la question du modèle économique et là-dessus, vous avez parfaitement répondu à cette question-là. Et puis, mais du coup, je vais me permettre de rebondir, Xavier, sur Vincent qui n'a pas encore pris la parole. Je suis preneur de votre vision. Vous développez des outils d'aide à la décision pour les collectivités, les opérateurs. Dans cet outil d'aide à la décision, la dimension économique, elle doit être, et de l'inclusivité, enfin, de tous les enjeux qui couvrent le sujet sont intégrés. Est-ce que vous intégrez ça aujourd'hui dans les outils d'aide à la décision? C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les outils ont toujours eu une tendance à traiter la masse et tout le monde un peu de la même façon, et sans chercher à regarder la diversité des besoins de mobilité, quoi. Et aussi, ça vient peut-être, si je fais un peu d'histoire, et j'aime bien revenir là-dessus, mais les outils d'aide à la décision dans les transports, dans la mobilité, ça remonte dans les années 70. Ça dépend des pays. Bon, aux États-Unis, c'était un peu avant. Mais à une époque, on regardait surtout le domicile-travail. Finalement, on considérait que tout le monde faisait un aller-retour dans la journée. Et depuis, ça a beaucoup changé, en fait. Déjà, il y a 10, 20 ans, on a observé que les gens avaient beaucoup d'autres déplacements. Qu'ils n'allaient pas juste au travail, que le soir ils allaient potentiellement faire des achats. En fait, du coup, beaucoup de choses changeaient. Et puis là, bon, forcément, là, tous on vit quelque chose qui nous change encore plus et qui est un accélérateur. Peut-être qu'on y allait déjà, en fait. Et du coup, on voit qu'il y a un besoin de regarder plus finement les pratiques de mobilité et d'outiller les opérateurs, les collectivités pour mieux déjà diagnostiquer, analyser la diversité des besoins de mobilité. Diversité en termes déjà générationnel, on voit les seniors d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes besoins en mobilité que les seniors d'il y a 10-20 ans, parce qu'ils arrivent à la retraite où ils sont beaucoup plus mobiles en fait que ce qu'il y avait auparavant. Et finalement, on a d'autres besoins, quoi. Et puis après, on voit aussi la diversité des territoires, où il y a aussi des besoins différents de mobilité. Et finalement, on voit qu'on a besoin et nous, c'est un peu notre parti pris, on a besoin de s'équiper de meilleures connaissances et de meilleures approches pour dessiner des services de mobilité, sachant que de plus en plus, on voit que les opérateurs de mobilité, que ce soit les grands opérateurs ou en s'associant avec des petits opérateurs spécialisés, peuvent constituer logistique ou autre. Ouais, par exemple, peuvent constituer des bouquets de mobilité très riches, ce qui permet de répondre à une diversité de besoins. Et ce qui va être intéressant, c'est de répondre à cette diversité de besoins qui va être différente, comme je disais, en fonction des types de territoires, dans le centre-ville de Bordeaux par rapport à son périurbain et à son rural qu'on va retrouver, aux heures de la journée et au type de jour aussi, où on va avoir des déplacements complètement différents. Il va falloir forcément offrir des choses. Et là-dessus, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un gros travail à mener, notamment par rapport aux perspectives qu'on construit sur des infrastructures, quand on construit des tramways, des métros, avec des investissements très long terme. Il faut se questionner de pourquoi on les construit. Si on fait un métro, c'est quand même pour 100 ans. En gros, c'est souvent ce qu'on se dit. 100 ans, c'est très long quand on voit qu'en 2 ans, là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc forcément, s'outiller pour un avenir déjà à 10-15 ans, c'est déjà pas mal. À 50 ans, c'est difficile. À 100 ans, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, voilà, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est comment... Voilà, les opérateurs, les collectivités peuvent avoir des meilleures visions, des visions éclairantes pour déjà répondre à des besoins d'aujourd'hui et répondre à 5-10 ans sur les besoins de mobilité, offrir de l'inclusivité, comme tu le disais, ça c'est super important, surtout dans le rural, où on voit que finalement, il y a une d'autant plus forte dépendance à la voiture, que le niveau de richesse, il n'est pas forcément le même que dans les centres-villes. Tout le monde n'a pas forcément une voiture ou plusieurs voitures sur un même foyer, et qu'on a envie de donner accès à des lieux de santé, à des lieux de formation, accès à l'emploi. Et finalement, il faut trouver des solutions de mobilité et des modalités de financement de ces mobilités, parce que c'est assez coûteux pour les collectivités de financer du transport à la demande. Ça coûte assez cher. Est-ce que le covoiturage peut avoir des opportunités? Voilà, plein de choses. D'accord. Arnaud? Oui, je voulais ajouter quelques sujets sur le sujet du modèle économique. Donc oui, bien sûr, il n'y a pas le modèle économique des GAFAM ou autres, on le connaît bien, c'est un porteur d'affaires, c'est de la publicité, c'est du ranking préférentiel, etc. Et il n'est pas question pour nous d'aller sur ces sujets-là, donc il faut le subventionner. Et ça, c'est une première raison. Mais au-delà de ce sujet-là, il faut vraiment voir le sujet de l'application mobile comme un élément constitutif de l'offre. Si on coupe le sujet en deux, ça devient difficile d'améliorer, d'être en amélioration continue pour l'autorité organisatrice
organisatrice, et puis pour le délégataire qui est juste là pour faire cette mission-là. Mais si ça échappe à la collectivité, les données, elles seront de savoir des déplacements, elles seront vendues au plus offrant par les Google, Movit ou autres. Et donc là, il y a un problème de perte finalement de cette connaissance et de cette compétence et de cette souveraineté. Donc le sujet, il n'est pas que modèle économique. Je pense qu'il est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus stratégique pour la collectivité, pour le territoire, pour l'attractivité du territoire, la compréhension. Et on voit le sujet de la pandémie, et c'est tous les sujets dont on parle. Le temps s'accélère. Avec le digital, le temps s'accélère. Donc on ne peut pas se permettre de se dire, on le voit sur les études enquêtes déplacement qu'on faisait régulièrement, à un moment donné, la fréquence, elle est un peu éloignée. Donc c'est bien d'avoir des connaissances plus fréquentes. Et ces applications, elles permettent de remonter ça. Donc il faut qu'elles soient utilisées. Donc il faut qu'elles soient disponibles, faciles d'utilisation, il faut qu'elles soient utilisées. Pour être utilisées, il faut bien sûr que ce soit à la marque de la collectivité, parce que c'est aussi un facteur d'utilisation plus forte de ces applications pour être utilisées. Il faut qu'elles soient accessibles. Parce que l'autre point que vous avez mentionné, c'est l'accessibilité. Alors l'accessibilité, attention, le sujet du digital, c'est pas forcément difficile en termes d'accessibilité. Ça peut aussi, pour certaines populations, accélérer et faciliter les choses. Je vais prendre l'exemple d'un partenariat qu'on a avec Navilens, qu'on déploie sur plusieurs territoires en collaboration avec les autorités organisatrices. Le principe, c'est que les personnes malvoyantes, déficientes visuelles, souvent elles sont très très utilisatrices de leur téléphone mobile. Alors pas comme nous, elles sont par le vocal, et ça on voit que finalement le téléphone il est pas loin. C'est un facteur d'inclusivité. Et c'est un facteur d'inclusivité. Donc le digital peut accélérer également. Donc il faut le prendre comme ça. Alors après, pas pour tout le monde. Donc il y a des gens qui n'ont pas de téléphone mobile, et donc là, c'est d'autres choses. C'est le papier qui a toujours cette vertu-là. Je rajouterai un point, peut-être. Pardon. Alors, Xavier, je voulais juste rebondir justement sur le numérique, la situation, l'accélération. Aujourd'hui, 78% de Français se connectent à Internet tous les jours. 78%. 84% possèdent un smartphone, donc c'est déjà beaucoup. Par contre, il y a 30% de Français qui se sentent en difficulté avec le numérique. Récemment, Bordeaux Métropole en fait a adopté 7 orientations en faveur du numérique pour se préoccuper de ce champ. Donc Digital Aquitaine œuvre sur le sujet également. Et donc ça appelle une intervention publique pour accompagner un soutien, une régulation. Et les 7 axes donc portent sur la politique de solidarité pour lutter contre les fractures numériques. Des citoyens au cœur des services numériques utiles, utilisables et utilisés. Un aménagement numérique responsable, la gouvernance des données, qui est un enjeu stratégique, et des villes connectées au service de l'attractivité et de l'efficience de la transition écologique, une transformation numérique des services publics et un numérique sûr, résilient et souverain. Voilà, les grands axes qui ont été adoptés. C'est très récent, c'est au mois de septembre. Ok. Merci Eric. Je voulais ajouter un mot sur le MAS, et je valide ce que dit Arnaud, qui c'est pas qu'un modèle économique. Alors nous on le vit, il y a 2 autres dimensions importantes. C'est d'abord derrière le MAS, c'est du physique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'offre de service, si vous n'avez pas d'offre de service, vous n'avez pas de vélo, vous n'avez pas d'autopartage, etc., le MAS il vous sert pas à grand chose. Donc voilà, il faut des modes pour avoir un impact sur les parts modales. Il faut des modes qui soient compétitifs. Au bon coût, avec la bonne fréquence. Donc ça, c'est premier point, il faut du physique. Et puis deuxième point, nous, la façon dont on vit le MAS, c'est être opérateur de MAS en fait. Et effectivement, l'appli, c'est un petit sujet entre guillemets. Faut le mettre en œuvre, mais c'est un sujet. Il y a des entreprises. C'est un moyen, pas une finalité. Il y a des entreprises très douées qui font ça très très bien. Nous, ce qu'on vit, c'est opérateur de MAS. Et dedans, dans l'opérateur de MAS, je pense qu'une des vraies pistes de demain pour favoriser le report modal, c'est de concevoir avec ce groupement de partenaires des offres adaptées. Donc ça, on peut imaginer des packages mobilité, on peut imaginer des actions de marketing concertées, et c'est là-dessus qu'on va aller chercher, je pense, aussi beaucoup de parts modales. Donc c'est une vision, c'est pas qu'une application, mais derrière c'est toute une animation de partenaires, une conception marketing, c'est un service client aussi également, voilà. Justement, Xavier, tu me fais une transition toute trouvée pour une séquence que je voulais aborder, qui est celle, finalement, là, on vient de parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce qui va se passer un petit peu de manière, on a dépeint, on va dire, des grandes tendances, mais finalement, tout ça, c'est un jeu d'acteurs.
Parce que moi, si je suis du côté du public, je me dis, ils sont gentils. J'ai entendu une fois le mot Google, j'ai pas entendu Waze, j'ai pas entendu les GAFA. Je vois des entreprises qui existaient même pas il y a encore 2 ans et qui peuvent intervenir aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de sujets. Donc en fait, on voit aussi que dans la chaîne de valeur, il y a des chaînes de valeur qui sont en train de se créer, qui deviennent de plus en plus perméables entre différents sujets. Tu parlais de partenaires, entre guillemets, puisque tu dis que voilà, il y a d'autres services, il y a du vélo, de la trottinette, enfin toute la dimension free floating. On voit qu'il y a des opérateurs qui arrivent, qui sont eux aussi opérateurs, mais opérateurs différents des historiques que vous pouvez être. Finalement, comment ça s'organise tout ça ? Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Parce que quand on suit ce sujet-là, on voit bien que le temps du numérique, c'est pas le temps des infrastructures. Que, en gros, là où on est à la seconde, à la minute, à l'année, à la journée, dans l'autre cas, on est à la dizaine d'années, voire un peu moins pour certains sujets. Mais on voit qu'on n'est pas sur les mêmes temps. Et donc, sur le jeu d'acteurs, sur les gens qui arrivent dans ce secteur-là, finalement, on voit beaucoup de choses bouger. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut commencer à challenger un petit peu cette question de qu'est-ce qui se passe dans ce jeu d'acteurs. Alors peut-être que côté Velco, tu en es un bon exemple et on peut après déborder, en partant de cet exemple-là, déborder. Oui, j'ai un premier mot à dire et un premier message à passer, c'est que quand vous parlez d'acteurs, forcément une jeune pousse comme Velco ne peut que encourager les synergies entre grands groupes et start-up. Donc voilà, quand vous parlez d'acteurs, on a besoin, je pense, l'un et de l'autre. Les jeunes pousses du digital s'y connaissent assez bien dans leur métier. Les grands opérateurs internationaux s'y connaissent très bien dans leur métier. Donc voilà, ça manque parfois un petit peu, c'est normal, de synergie entre les deux. Pour être très concret, oui. Si on regarde votre métier aujourd'hui, finalement, vous connectez des guidons. Oui. Donc vous remontez de la data. Tout à fait. Comment ça intéresse les opérateurs ? Pour qu'elles puissent ensuite bénéficier de plateformes, par exemple de supervision de flotte, pour faire des économies à terme sur leur parc de vélos. Donc, c'est-à-dire suivre en temps réel un parc de vélos, quel qu'il soit, que ce soit du court durée, du longue durée. Alors attention, la courte durée peut être de plus en plus considérée comme une commodité, donc, et puis ça va finir dans l'eau, donc c'est un peu compliqué de rajouter parfois du hardware. Mais en tout cas, sur des nouveaux modes qui émergent notamment du Covid, qui sont par exemple la location longue durée, où le cycliste détient son vélo, possède son vélo pendant X mois selon ce que décide la collectivité. Là, ça vaut le coup, sur un vélo qui coûte 2 à 3 000 euros, d'ajouter un petit peu de connectivité, de la data, pour qu'ensuite l'opérateur, puisqu'il y a toujours un opérateur derrière, ou une autorité organisatrice, puisse s'y retrouver dans son gestion de parc, dans ses données, faire évoluer la pratique cyclable et l'encourager. Voilà. D'accord. Donc si je fais une sorte de parallèle, Vincent, il essaie d'anticiper les comportements de mobilité au maximum, mais après, il y a la vraie vie qui se passe. Les évolutions, comme tu le disais, bougent très très vite. Et donc là, avoir une traçabilité temps réel pour adapter l'offre, entre guillemets, puisqu'on le disait tout à l'heure, le MaaS, c'est tout un bouquet de services et c'est d'être vraiment au plus près d'une expérience client sans problématique et agréable. Du coup, l'importance d'avoir presque un suivi individualisé de la mobilité des gens qui sont dans vos réseaux. Si je résume un peu comme ça, du coup, mais quand on se dit ça, aujourd'hui, encore une fois, je reviens là-dessus, mais entre ce que vous dites là, qui nous paraît forcément tous en tant qu'utilisateurs assez merveilleux, dans la réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, on est obligé je vais vous prendre une expérience très personnelle. Je voulais venir à Bordeaux, je prends le TGV. Avec la personne qui prend ça chez nous, chez ID4Car, elle me dit il y a un train à telle heure, donc SNCF. Je dis ah bon, ok. Je dis moi, bêtement, je vais sur Google Maps pour pas les citer. Puis il me propose un autre train. Je dis tiens, c'est marrant, moi j'ai ce train-là. Elle me dit mais moi je l'ai pas. Mais en fait c'est parce que c'est pas la même plateforme Ouigo. Et en fait il y a différentes offres. Donc ça tombe bien, s'il y en a qui ont quelques liens avec la SNCF, mais un peu capitalistique. Mais fondamentalement, on voit bien que l'expérience client sur un sujet qui est un TGV sur des rails, monopropriétaire, monopole pour l'instant, on a encore ces difficultés-là. Donc la question, c'est finalement, dans ce jeu d'acteurs, est-ce que vous ne sentez pas que justement, qu'est-ce qu'il faut accélérer au maximum dans le jeu d'acteurs ? Est-ce qu'il faut accélérer les partenariats avec des jeunes pousses ? Est-ce qu'il faut mettre à plat finalement les logiques propriétaires, parce qu'en fait par-dessus nous il y a des acteurs qui arrivent et qui vous demandent pas comment on traite la donnée, ou en tout cas ils font fi de vous demander et puis ils vous le demandent pas réellement.
C'est quoi le jeu d'acteur dans ça? Parce qu'on voit bien qu'en tant qu'utilisateur, on vit une expérience qui est quand même assez bizarre, quoi. Entre les deux mondes, entre ce que vous décrivez et la vision un peu GAFA. Juste pour rebondir du coup sur ce point-là et sur la LOM, en fait la LOM maintenant, avec son fameux portail d'open data qui s'appelle Transport Data Gouv, doit petit à petit forcer les collectivités à pousser les données qui sont publiques et les données de transport qui sont émises sur son territoire, à les pousser sur un portail central. Donc, beaucoup de collectivités le faisaient déjà. Il y en a qui le faisaient déjà. Alors, les plus grosses en tout cas. Franchement, il n'y a pas beaucoup. J'y vais beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de jeux de données sur cette plateforme. Il y en a, mais ça tarde un petit peu parce que forcément les collectivités sont parfois aussi un peu démunis dans la façon de s'y prendre. Enfin, il faut savoir. Il y a un problème de compétences, de ressources, mais il y a aussi des transports data qui sont pas Gouv, mais qui sont métropolitaines. Parce que si je reprends certaines collectivités, ils avaient déjà leur propre stratégie d'open data. Ils avaient leur stratégie, mais ça manque encore un petit peu d'harmonisation justement nationale et de stratégie de la donnée, de stratégie publique de la donnée. Voilà. Effectivement, je pense que si on cite les métropoles en France, je pense qu'il y a eu des efforts importants qui ont été faits pour l'ouverture des données. Donc les portails open data existent. Alors après, effectivement, il existe tout un ensemble de collectivités publiques qui sont pas au même état d'avancement que d'une certaine manière. Pour prendre l'exemple local de Bordeaux Métropole, on ouvre beaucoup des jeux de données assez importants, multiples. Hein. On ouvre du temps réel, hein. Donc on a des informations voyageurs temps réel sur les bus, sur les trams. Bon, il y a des tas de possibilités qui sont offertes. Donc, et je pense qu'on accompagne d'une certaine manière justement par cette politique open data le développement de nouveaux services et puis le fait qu'il y ait de jeunes structures, de jeunes startups qui s'en saisissent. Et ça, c'est intéressant. En termes le point de vue de Topos sur les jeux d'acteurs et l'évolution actuelle, d'une part, c'est très transversal, donc du coup, ça va forcément bouleverser la chaîne de valeur, ça c'est évident. En termes de fournisseurs de services globaux, que ça soit d'ailleurs au niveau privé ou au niveau public, hein, je pense que même en interne dans les structures publiques, c'est forcément transformateur. En termes de fournisseurs de services globaux, bien sûr, les opérateurs historiques se sont saisis des systèmes d'information multimodaux, Cityway, Kizio, etc. Ils sont bien présents, mais aujourd'hui, on a quand même des entrants qui sont assez dynamiques. Hein. Donc, moi, je peux citer Monkey Factory à Mulhouse, par exemple. On a l'ICO à Jakarta. On a Instant System à Marseille. Voilà, ils peuvent. Donc voilà, on peut citer aussi des groupes un peu plus importants qui se positionnent. Donc c'est le cas chez nous au niveau de Topos, de Atos, mais on a aussi vu Colas. Un pilier de la route se positionner comme un opérateur de masse, quoi, quelque part. Voilà. Donc les choses bougent, quoi. En Aquitaine, on a aussi Okina qui se positionne sur le volet plutôt structuration des données, quoi. Voilà. Si je rebondis là-dessus, Eric, en fait, j'essaie de me dire finalement c'est quoi la philosophie française par rapport à ce sujet-là. On est plutôt dans une logique partenarial, on a moins ce côté où on arrive avec un truc et on essaie d'écraser tout le monde. C'est pas trop la philosophie. Plutôt des logiques open data, plus que logique propriétaire absolue. Mais en même temps, une nécessité, parce qu'on est dans le collectif, on est dans quelque chose de très réseau, très transversal, à une nécessité, les freins, ou en tout cas les difficultés qu'on peut avoir, c'est de faire émerger une solution qui, entre guillemets, vienne challenger celle qu'on commence à voir arriver par ailleurs. Donc c'est la question de cette accélération-là, et ça me permet... Alors peut-être Arnaud, tu veux rebondir là-dessus, et je te laisse rebondir, c'était juste pour repréciser un peu les choses. Je voulais rebondir sur le sujet de la data, et puis effectivement sur Data Gouv. En France, la LOM sur la data va beaucoup plus loin que ce que nous demande l'Europe, hein, donc c'est une bonne chose aussi. Et en fait, il y a plein de territoires qui n'ont pas attendu la LOM. Enfin, vous le citiez, un Bordeaux qui a ouvert ses données en temps réel très tôt, à Google aussi très tôt. On peut parler aussi d'autres villes qui les ont ouvertes dans d'autres conditions, avec des licences fortes. La licence de Lyon, c'est un bon exemple aussi. Et c'est aussi parfois
pour ça qu'il y a des réticences de certaines collectivités en disant venez chez nous les chercher pour 2 raisons. Chez nous, on demande des licences qui sont un peu plus fortes, c'est-à-dire que les licences doivent respecter la politique de la ville. En gros, les données sont ouvertes, mais si c'est la donnée pour faire de la comparaison et dire que la voiture va plus vite que le tram, on vous coupe le flux. Ça c'est un exemple qui a existé, et donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette négociation sur le sujet de la licence à intégrer dans la LOM. Alors je me souviens plus du numéro de l'article, mais c'est toujours ça va, on n'a pas de juriste dans la salle, tout va bien. Voilà, ou plutôt au niveau du décret. Donc voilà, c'est le 25, merci. Et donc ça, c'est un premier sujet. Et puis l'autre point aussi, c'est quand on passe par une plateforme intermédiaire, on ne sait pas qui se connecte. Donc c'est aussi ça qui a existé dans des débats qu'on a eus, je pense, autour de la table, tous autour de la LOM. Parce que la France, et globalement les opérateurs et les collectivités publiques sont plutôt pour le partage, pour améliorer la mobilité au global, mais avec une volonté à un moment donné d'être à égalité, si on peut dire, avec les GAFA, mais plutôt avec une perspective de réciprocité. On ouvre les datas, mais il faut qu'elles soient utilisées pour le bien public. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet qui est assez stratégique. Et pour revenir sur le sujet, l'autre question que vous aviez sur le sujet écosystème propriétaire, le vrai sujet, il est clairement en écosystème. En tout cas, les opérateurs de mobilité comme nous, on n'a pas la capacité à avoir de la R&D sur tous les sujets, sur les équipements, sur l'infrastructure, etc. Ça fonctionne pas comme ça. Donc non, on s'enrichit. L'innovation aujourd'hui, c'est le rebond, c'est s'enrichir en écosystème global et local, avec en plus des capacités à avoir. En tout cas, nous, notre expertise en R&D, elle est principalement sur la data, parce que ça, c'est cœur de la chaîne de valeur. Est-ce que c'est plusieurs chaînes de valeur? Moi, je suis assez persuadé que c'est un enrichissement fort de la chaîne de valeur à tous les stades de la chaîne de valeur. Et ça, il faut que ce soit pas centré data, mais centré client. Okay. J'ajouterais juste, au-delà de ça, quelques points complémentaires. Effectivement, la propriété de la data, c'est pour plein de raisons pour nous indiscutable, que ce soit propriété de l'autorité organisatrice de mobilité, et pour les raisons évoquées précédemment. Deuxième sujet qu'on n'a pas mentionné, qui est un vrai frein pour que des petits acteurs se positionnent, c'est la standardisation et la normalisation. Aujourd'hui, dans un système MaaS comme nous, on l'a expérimenté, vous devez vous connecter avec tel acteur, tel acteur, tel acteur. C'est des interfaces à chaque fois que vous développez, c'est un coût qui paye. Voilà. Et donc ça, d'arriver à des normes et des standards va faciliter l'écosystème et sa vie de l'écosystème. Et ensuite, le jeu d'acteurs. Alors, il y a plein de typologies d'acteurs. Il y a ceux sur la data, ceux sur les calculateurs d'itinéraire, ceux sur le paiement, etc. Là, c'est la loi du marché qui va quand même guider tout ça. Et on voit quand même il y a des investissements massifs sur certains acteurs qui font que demain, avec de la bonne algorithmie, ils vont quand même passer l'épaule devant d'autres. Voilà. D'accord. Juste pour revenir sur les standards. Les standards parfois existent, le GTFS par exemple, mais malheureusement ils sont imposés par Google. Donc le G de GTFS qui est un format de données qui est utilisé dans les transports, le G de Google, c'est quand même assez anecdotique quand on parle c'est quand même assez, ça peut faire rire ou pleurer quand on parle des GAFA et surtout de leur toute puissance, à savoir aller dénicher où est la donnée publique, où est la donnée en open source, et à savoir la traiter. Ce que parfois nous, dans nos écosystèmes qui sont évidemment très importants, n'ont pas forcément évidemment l'envergure souhaitée. Ok. Oui, je voulais réagir. Déjà, c'est pas le G de Google dans le GTFS, c'est General Transit File System. Donc c'est un piège effectivement dans lequel moi je suis tombé la première fois que j'ai utilisé aussi ce fichier. J'allais te balancer, mais effectivement c'est un standard qui a été porté par Google. Donc et au contraire en fait moi je veux pas défendre les GAFA. Au contraire, à Telae on fait notre possible pour éviter les solutions des GAFA autant qu'on peut quand c'est possible, même sur nos plateformes cloud. On est plutôt sur OVH. Pourquoi? Pour utiliser la diversité, on est plutôt dans la promotion de la diversité des solutions que favoriser la concentration des solutions. Voilà, c'est un choix. Et en fait, pour la normalisation, en fait, finalement, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que je voulais justement réagir à Xavier après la main et du coup super sur la normalisation. Je pense que c'est un point fondamental, quoi. Et du coup, on parlait des données temps réel de Bordeaux. Il faut les regarder, elles sont pas normalisées, quoi, en fait.
c'est super, elles sont dispo, mais en fait elles sont pas dans un Siri Lite, dans un Siri, dans un GTF SRT. Et finalement, on voit les plateformes open data, c'est cool, ça a fleuri, mais en fait il y a eu des initiatives qui n'ont pas cherché à normaliser, ou finalement qui se sont parfois utilisées des normalisations, mais qu'ils n'ont pas utilisées à leur bien complètement ou pas complètement correctement. En fait, et du coup on voit des données pour ce qu'on parle de GTFS, qui est les horaires théoriques, quoi, qui sont pas toujours très bien renseignés, pas très bien normalisés. Et finalement, j'ai l'impression que Google ou des GAFA ou d'autres acteurs arrivent et comblent un vide, en fait, finalement. Comme on n'a pas su se mettre d'accord pour, peut-être que c'est ça, peut-être qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour normaliser des données temps réel ou des données théoriques, finalement. Ils ont réussi à proposer un format, et ben c'est cool, en fait, ils le diffusent, c'est documenté. Et finalement, j'ai du mal à être en position avec les GAFA parce qu'eux-mêmes font la promotion. Ils créent un commun, finalement. Ils créent des communs, ils créent des logiciels open source que nous-mêmes on utilise. Et parce qu'ils mettent de l'argent dans ces logiciels open source, il y a d'autres GAFA qui utilisent ces mêmes logiciels open source, et après d'autres petits acteurs comme nous, on peut réutiliser ces outils open source pour développer d'autres services, et finalement ils sont open source, donc à nous de les faire vivre comme on a envie. Et donc ça c'est super. Et du coup avec ces communs, ces normalisations, on peut s'y greffer, on peut s'y connecter, tout le monde. Voilà, on y retrouve. Et puis si on a ces communs qui sont standardisés, utilisés un peu par tout le monde, du coup ça simplifie la vie. Quand on parle de faire du mass, nous on est plutôt consommateurs, pas du temps réel, mais d'un historique de données. Et si les données sont plutôt conservées de la même façon, ben, ça facilite la vie quand même. Et s'il y a toujours la même... Alors que sinon, nous, quand on va voir un client, et à chaque fois, on doit redécouvrir comment dans ces systèmes, c'est normalisé, de quoi on parle. Et par exemple, un truc simple, un truc qui serait génial d'arriver, c'est de se dire aujourd'hui, un point d'arrêt de bus n'est pas normalisé de façon nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas capable de dire comment on identifie de manière unique. On n'a pas un référentiel qui nous dit cet arrêt de bus, il se code de cette façon-là. Et comme ça, on peut interconnecter des GTFS entre eux, interconnecter des données d'informations temps réel différentes ou des réseaux qui vont se connecter et qui vont desservir ce même point d'arrêt. Ben en fait, ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est un chantier qui serait très intéressant de mener parce qu'au moins, on peut avoir une vision globale d'un mass, pas seulement sur un bout de territoire, mais à l'échelle de la France, et on est sur un parcours complet. J'allais y venir, justement, tu fais la transition. On a parlé là beaucoup des data et c'est très intéressant parce qu'on voit que déjà, ce qu'on appelle l'or noir, en fait, finalement, enfin, effectivement, c'est une sorte de pétrole, mais qui finalement, qu'on peut pas mettre dans un moteur de voiture parce que sinon, il encrasserait le moteur. Finalement, c'est un peu ça, cette expression, c'est qu'effectivement, il y a de la data qui remonte, mais c'est comment elle est post-traitée, comment elle est utilisée, quelle quantité il faut et quelle infrastructure. Parce qu'on parle du mass, est-ce que le mass, c'est à l'échelle d'une métropole? Est-ce que c'est à l'échelle d'une région, d'un département? Est-ce que ça doit être interrégional? Finalement, ce lien entre infrastructure et data, comment il se passe? Moi, je suis désolé, je peux pas vous laisser dire que la data, c'est l'or noir du numérique. C'est pas moi qui le dis. Ouais, alors, j'ai envie de dire, j'ouvre les guillemets, je les ferme. Citation qu'on voit dans toutes les conférences et dans tous les bons articles de presse. C'est totalement l'inverse. Hein. L'or noir, enfin le pétrole, vous avez un baril, vous le stockez, vous le redonnez 2 ans après, il a encore de la valeur. La data, elle a plus de valeur. Et la data, si je vous la donne, je l'ai encore. Et donc la différence de valeur, c'est l'usage. Vous donnez la même data à je ne sais pas qui, et puis à Google, ils en feront des choses différentes. Donc la valorisation de la data, elle est dans l'usage. Donc par analogie, je pense que c'est pas la bonne analogie, pardon. Ah non, il n'y a aucun souci, c'est fait pour faire réagir. Et je partage votre vision parce que je suis le premier à dire que justement, cette question de la data, elle est surestimée par rapport à, entre guillemets, pour avoir suivi des projets dans des métropoles, c'est d'une complexité absolue. La question des licences, la question de la valorisation, on voit bien que c'est, et par rapport au modèle économique, c'est un vrai sujet. Et là, je peux prendre Velco peut-être à partie sur le sujet. Aujourd'hui, la question de data et micro-mobilité, finalement, la valorisation, combien ils payent la data, vos clients ? Nos clients payent un service, ils payent pas de la data, ils payent justement pour l'usage qui va être fait de la data. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameux forfaits SaaS, peu importe combien ça coûte. Mais effectivement, ils payent pour un service qui va être récurrent, qui va se constituer aussi d'une partie investissement et ensuite de récurrent ou de frais opérationnels. Voilà. Après, juste pour revenir sur le mass et la donnée en tant que telle, ce qui est important, au-delà des usages et des standards, c'est aussi évidemment la qualité de la donnée qui est produite. Enfin, pour qu'un mass soit réussi, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que la donnée, elle soit de qualité, précise exactement, et voilà. Et en parallèle, qu'il y ait les bonnes infrastructures physiques. On l'a déjà dit. Justement, chez Telae, si on prend le cas de
c'est une chose, les abris de bus, on voit combien il y en a dans une ville. Des bus, même si on a beaucoup par ligne, on peut quand même encore avoir à peu près. Comment on gère la multitude d'une flotte de vélos, longue durée, etc. Comment on arrive à injecter, entre guillemets, ce big data, alors encore une fois, j'ouvre les guillemets, je les ferme, ce big data dans vos modèles, et comment on arrive à en faire quelque chose de pertinent dans l'analyse de données? C'est un sujet hyper difficile. C'est vrai qu'avec le big data, je vais reprendre cette partie-là, c'est vrai que ça a amené la prolifération des données, qu'elles soient en grosse quantité ou en petite quantité. On en a de toutes sortes de données qui remontent sur des sujets plus ou moins connexes et qui vont observer par exemple, on va observer les déplacements vélo de différentes façons. On peut les observer avec des comptages qu'on va trouver qui peuvent être permanents, on va en trouver de plus en plus en ville. On va pouvoir peut-être suivre avec les données GPS de suivi des vélos. Ça peut être par le ticketing du service de vélo. Ça peut être par de la téléphonie mobile. On va pouvoir essayer de s'en rapprocher. Et en fait, il y a plein de données qui fourmillent de plus en plus en fait, autour des sujets connexes. Et en fait, ça révèle des difficultés d'observation de ce qu'on essaie de voir. C'est-à-dire, on essaie de voir la mobilité, mais en fait, il y a des choses, parfois c'est très direct. Et même pourtant, on travaille par exemple avec la RATP. Sujet simple, on va dire... Tu me dis, un bus, on sait le suivre, on sait combien de temps de parcours il met sur une ligne. Et sur un réseau RATP, on va avoir 2 sources de données distinctes pour suivre un véhicule. Et en fait, qui vont donner un peu de différence, parce que c'est pas exactement la même source de données. Elles vont être plus ou moins précises, elles vont avoir des légers biais. Et en fait, en fonction de ce qu'on cherche, on se dit, mais en fait, voilà, c'est pas évident. Et en fait, nous, la première question, c'est bien comprendre la donnée, bien intégrer les biais de cette donnée. Parce que finalement, ce qu'on veut, nous, c'est éclairer des décisions. Donc finalement, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de comprendre ces limites de cette donnée et comment elle a été produite et qu'est-ce qu'elle a, sa façon, comme les statistiques, c'est d'où est la source et comment on arrive à intégrer cette incertitude ou ces risques dans le traitement. Exactement. C'est-à-dire que c'est majeur, quoi. Et ce qu'on voit et ce qui amène maintenant, pendant pas mal de temps, on parlait de big data et on voulait construire de l'historique de données parce qu'on s'est dit, mais pour arriver à faire quelque chose avec de la donnée, il en faut beaucoup. Mais ça, finalement, c'est le deep learning qui nous a amené ça, qui nous a dit, mais faites beaucoup de données. Et du coup, on a commencé à faire plein de données. On s'est rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée parce que déjà, je pensais à un bon exemple pour une petite anecdote. Tu suggérais que c'était bien de faire des anecdotes. Je trouve qu'il n'y aura pas du tout de lien avec le transport, mais par exemple, on prend IBM Watson, qui est un outil formidable, vraisemblablement formidable de prédiction et qui est utilisé dans la santé. Et finalement, dans la santé, ce qui a amené, c'est que les utilisateurs de ce service le but, c'était de prévoir l'état de santé des individus, le risque de maladie, etc. Voilà, vous doutez bien des cas d'usage. Et en fait, les infirmiers, médecins se sont retrouvés à saisir de la donnée. En fait, au lieu de faire des diagnostics, d'analyser les résultats, on leur a donné du boulot et en fait, ils se sont retrouvés avec plus de boulot qu'ils en avaient avant. C'était de saisir de la donnée, quoi, finalement. Et finalement, c'est devenu contre-productif, quoi. On est amené à construire de la donnée. Alors finalement, je pense qu'on va ressortir de ça et se dire, mais en fait, on a plein de sources de données et on peut les travailler ensemble. Forcément, il faut utiliser pas mal de neurones, mais des neurones en l'occurrence humaines, là, pour joindre ces données et créer de la valeur, en tout cas de la valeur sous forme d'éclairage et de qualification, d'éclairage tangible et critiquable, parce que finalement, on sait qu'on ne sait pas tout parfaitement, quoi. Voilà. Ok. Oui, Xavier ? Oui, un lien sur ce que tu évoquais, l'infrastructure physique et le numérique, comment tout ça interagit. On a tous un cas d'usage, je pense que Arnaud sera d'accord, qui est de savoir où vont les gens, ils montent dans quel bus, ils descendent où, qui est une vraie difficulté de savoir où les gens descendent, parce qu'ils valident à l'entrée, et encore, modulo la fraude. Voilà. Et donc, c'est pas nominatif. Et c'est pas nominatif, exactement. Donc, et alors pourquoi cet enjeu-là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour moduler notre offre, donc où passent les lignes de bus, à quelle fréquence. Et donc on a développé un système qui s'appelle Flowly chez nous, de capteurs de traces Wi-Fi, qui respecte le RGPD, tout va bien. Et l'impact est assez clair. Donc 2 exemples, sur Avignon, on a mis ça dans des cars scolaires. On s'est rendu compte que les parents réservaient des places pour leurs enfants, mais en fait ils les amenaient en voiture. Et donc on avait des cars qui tournaient à vide. Donc du coup on a retiré quand même à la fin 2 cars physiquement. Et vu le coût d'un car, voilà, c'est quand même avantageux. Et puis deuxième sujet
à Roanne. On s'est rendu compte que les personnes utilisaient les transports, mais sur des distances très très courtes. Du coup, on a complètement restructuré en des lignes beaucoup plus courtes. Donc, on a redécoupé notre système de bus, les fréquences. Voilà, donc ça permet de tout remettre à plat et d'avoir une offre qui correspond beaucoup plus aux besoins de déplacement. D'accord. Arnaud ? C'est un bon exemple que tu donnes. Et effectivement, il y a le sujet de traces Wi-Fi, effectivement, à bord, etc. Et il y a aussi un autre sujet qui complète cette vision-là pour sortir simplement du transport public et de regarder toutes les mobilités. Parce que quand tu parlais vélos en libre service, etc., enfin, il y a les vélos de tout le monde aussi. Donc, quand on regarde les mobilités, c'est bien de regarder les vélos longue durée, courte durée, le free floating quand il y a d'autres opérateurs, les trottinettes aussi, parce que souvent c'est un arbitrage entre les deux, et puis les vélos particuliers, et puis aussi où je les gare, mes difficultés, parce qu'on rejoint le sujet de l'infrastructure. Et donc ça, alors nous on a une application qui s'appelle Patterns qui regarde les traces GPS des téléphones. Alors c'est des bases de données qui sont vendues par Orange etc. et autres. Ou par d'autres en l'occurrence, parce que eux ils sont plutôt sur des traces mobiles qui sont moins précises. En fait, les traces mobiles elles sont moins précises. On a fait beaucoup de choses avec les traces mobiles, mais on voit quelqu'un et comme on n'a pas l'info en continu, on se dit là est-ce qu'il est sur le tram ou dans une voiture qui suit la ligne du tram ou dans un vélo ou à pied quand il y a d'autres embouteillages. Donc c'est un peu limite. Par contre, les traces GPS nous donnent ces informations de mobilité et ça c'est vraiment intéressant pour comprendre l'ensemble des mobilités parce que ça rejoint le sujet de la voiture. On ne peut pas penser transport public, mobilité partagée sans penser voiture, sans penser mode de déplacement personnel. On ne peut pas penser l'intégration du vélo quand il y a une offre de vélo dans la délégation de service public, sans penser vélo personnel. Quand on parle aussi de parking, les parkings relais des voitures, ça existe aussi pour les vélos. Et là, on est sur un sujet d'infrastructure. On sait combien la difficulté et puis la peur sur certains territoires de se faire piquer son vélo parce que j'ai pas 3 cadenas, j'en ai que 2. Donc il y a tous ces sujets de sécurisation de l'ensemble. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est des vélos en plus parfois chers. Et on voit là aussi, c'est difficile l'infrastructure est importante. Et donc cette visualisation des mobilités au-delà du pur transport public est intéressante parce qu'il faut amener des gens dans le transport public. Donc comment les amener si on est centré sur les usages des personnes qui utilisent le transport public. La question de la mobilité versus les transports, c'est bien aussi pour décloisonner entre guillemets toutes les solutions, dont la marche à pied d'ailleurs. Justement, pour aller, et ce sera la dernière partie puisqu'on arrive vers la fin, et là on va faire une partie un peu plus courte, mais on a parlé de connectivité. Enfin, quand on parle de digital, les gens pensent connectivité, même voire mobilité autonome. On en est où de ces sujets-là ? Si je lance comme ça les sujets de navettes autonomes, la 5G, on en est où ? Ça va vers où tout ça ? On aura de la 5G pour la mobilité, ça sert à quoi ? Les navettes autonomes, on a eu plein d'expérimentations qui sont en train de se terminer, ou qui se sont terminées, ou d'autres qui démarrent. On va où avec ça ? Je veux bien commencer. Alors il y a 2 questions. Le sujet de la 5G et mobilité autonome, ça sert à quoi ? Donc en fait, ça améliore un certain nombre de sujets. Par contre, effectivement, il faut aussi faire rouler un véhicule sans 5G, parce que de la 5G, on n'en a pas partout, on n'en aura pas forcément partout. Par contre, ça améliore la sécurité. Ça permet vous connaissez sans doute le sujet de la 5G, mais il y a la capacité de transférer énormément de données. On sait à quel point le véhicule autonome gère énormément de données, donc il faut de la bande passante pour ça. Et puis il y a ce qu'on appelle le délai de latence et la capacité de réserver un créneau, parce que vous êtes en 4G ou autre, il y a trop de gens, j'arrive pas à établir une connexion. La 5G, ça réserve un canal. Donc pour des sujets sécurité comme ça, B2B, c'est important. Et puis le délai de latence, finalement, ça permet de faire du vrai temps réel. Donc nous, on l'a testé sur certains territoires, donc ça c'est en phase de test, de pilotage à distance, d'arrêter les véhicules à distance, et donc c'est des sujets de sécurité en plus. Le véhicule autonome, on en est où ? Alors, il y a plein d'expérimentations, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a des services. Nous, on opère le premier service c'est un vrai service de véhicule autonome qui s'insère dans la mobilité urbaine. C'était la première
le premier contrat en délégation de service public à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, on est au milieu de la circulation. Alors, il y a toujours un accompagnateur à bord. Et donc ça, la question, c'est quand est-ce que finalement c'est du 100% autonome? C'est avant tout un sujet de sécurité. Il faut rouler, il faut en faire beaucoup. Et puis, c'est un sujet de régulation. Et là aussi, d'un point de vue régulation, on est plutôt sur un atterrissage à fin 2022, sur le fait d'autoriser, d'un point de vue européen, d'un point de vue français, finalement, la pleine autonomie. D'accord. Eric, avant de plonger sur la question des véhicules autonomes, je voulais juste revenir sur les remarques de standardisation par rapport aux masses. En fait, les Topos et les entreprises de Topos considèrent que les objectifs du MAS seront pleinement atteints que si on s'inscrit finalement dans une architecture plutôt ouverte et si on le fait de manière agile, hein, ça c'est clair. Il y a des travaux qui ont été réalisés il y a quelques temps, enfin c'est en 2021, autour du CIREMA, du GART, un certain nombre de partenaires sur l'architecture fonctionnelle des MAS, les différents modules, les API, pour s'affranchir de ces questions que vous souleviez tout à l'heure, effectivement, de ne pas renouveler à chaque fois les mêmes développements sur les interfaces, etc. Donc les choses avancent. Alors après, on va être confronté à des questions. Alors, finalement, on a deux mondes. On a le monde de l'information et des transports et puis le monde de la facturation et du paiement, quoi. Et c'est ces deux mondes qui doivent travailler ensemble, quoi. Donc ça sera sans doute aussi une vraie question, quoi. D'accord. Donc ça, on revient un petit peu à la conversation précédente. Sur la 5G, c'est juste pour répondre effectivement à la question qui avait été abordée. Sur la 5G, deux mots sur Bordeaux. Donc on était engagé sur des expérimentations qui ont été un peu interrompues dans le changement en fait de mandature. Alors effectivement, je pense que le MAS fonctionne très très bien avec la 4G, déjà pour commencer. Je pense que ça on peut le dire, quoi. Et la 5G effectivement peut apporter des éléments supplémentaires technologiques qui peuvent favoriser justement ces échanges d'informations en temps réel entre des véhicules, qui peuvent être très appropriés à des questions de sécurité en temps réel. Effectivement, c'est là où vis-à-vis des véhicules autonomes, ça peut être effectivement intéressant, quoi. Jérôme, la 5G, c'est que pour la question sécurité, ou vous voyez d'autres applications que la sécurité? Alors, des systèmes comme Velco sont déjà complètement compatibles avec même la 2G. Honnêtement, c'est de la 2G aujourd'hui, Velco. Donc, on est loin de la 5G. Pourquoi ? Parce que c'est hyper stable. Parce que justement, ça consomme. En fait, on peut pas pousser la pratique du vélo et dire attendez, en revanche, les économies que vous faites dans votre vélo, on va les retrouver dans les serveurs et ça va bouffer de la donnée sans fin. Non, c'est pas ça le monde numérique. Non, pardon. Non, justement, on est en tout cas à la contrée des chemins. On veut quand même avant tout pousser à l'usage du vélo, ce qui serait un peu. Donc on est assez loin du sujet évidemment du véhicule autonome. Juste pour revenir sur ce sujet, donc ça fonctionne très bien avec de la 2G. La 5G peut évidemment améliorer le service et notamment tout ce qui est maintenance préventive et prédictive. Un peu comme on peut le faire sur une voiture, c'est-à-dire on est capable avec des systèmes donc, comme Velco, selon les systèmes de connectivité, de se relier directement au moteur du vélo et donc d'anticiper des pannes et donc que le vélo taffeur du matin qui prend son vélo ne soit pas embêté par ces pannes. Donc oui, dans les pannes, il y a des enjeux de maintenance. Comme dans l'automobile, le principal vecteur du véhicule connecté, le premier business, c'est la maintenance. Juste pour donner un parallèle. Xavier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors moi je suis très humble sur le sujet 5G, 4G, donc j'ai demandé aux oracles de notre département véhicule autonome qui m'ont répondu que la 4G ça marchera très très bien et voilà, pour l'instant ça peut fonctionner. Ça fait le job. Voilà, après pour le véhicule autonome, là faut choisir son combat. Donc nous le sujet c'est pas le robot taxi, voilà, nous c'est d'avoir des petits feeders, donc des modules qui permettent d'amener le dernier kilomètre. Voilà. Éviter la rupture de charge. Exactement. Donc voilà nos combats et effectivement on a pas mal d'expérimentations qui vont se lancer ou qui sont déjà lancées un peu partout là-dessus. Voilà. Okay. Et dans un deuxième temps, il y a aussi les sites fermés quand même qui sont intéressants avec la problématique du financement là qui vient. Qui est prêt à payer? Est-ce que l'entreprise est prête à payer un service de véhicule autonome pour finalement la tech n'a pas pris le devant, mais entre guillemets il y a les modèles économiques qui sont en train de suivre et qui doivent se définir autour de tous ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet d'imbrication des différents modèles. On arrive à la fin. Dernier point, juste pour arriver à un service de remplacement
Vraiment, voilà, vous retirez vos bus et vous mettez des petits véhicules. On a quand même le sujet, enfin, et tout le monde en est conscient, de la vitesse, des sujets techniques qui font que voilà, la maturité est encore, on en est très très loin, et donc voilà, vaut mieux se focaliser sur des petits cas d'usage bien précis. Okay. Sur la connectivité, donc il y a un point que je trouve intéressant aussi, c'est les véhicules autonomes au sens large, donc les vélos y compris. Donc c'est une évolution intéressante parce que ça vient au service de la sécurité des usagers un peu plus vulnérables sur l'espace public. Et je crois que ça, c'est en train de se développer, c'est plutôt une bonne chose, quoi. On arrive à la fin, parce que je pense que tout le monde commence à avoir faim, justement. Je vais vous proposer un petit jeu très rapide. Vous devez répondre, je ne vais pas dire en 10 secondes ou en 20. En gros, la question, c'est est-ce que, à l'extrême, pousser le digital à l'extrême, c'est réduire nos mobilités? Il y a Jean Covici, fameux penseur de l'énergie, qui aime bien faire des statistiques, il aime bien les ordres de grandeur, les ordres physiques. Et globalement, il dit il faut qu'on réduise nos mobilités pour avoir un impact sur les enjeux écologiques. Est-ce que pour vous, le numérique va réduire ou pas nos besoins de mobilité? Ou est-ce qu'on aura des effets rebonds? Vous avez de la chance, je ne vous laisse pas 2 heures et un stylo pour répondre à cette question. Ouais. En plus, réponse courte, ça peut être oui, non. Hein. Voilà, en réponse courte, en fait, c'est une question qui existe depuis très longtemps. On se disait, le digital, il va y avoir moins les gens continuent à bouger tout le temps, et donc finalement c'est un besoin humain de bouger. Il faut voir le numérique et le digital comme un support. Ok, donc toi tu n'imagines pas quelque chose ni qui va faire exploser les mobilités, ni qui va aller dans un sens ou dans l'autre, quoi. Aujourd'hui, les mobilités augmentent. Alors on a vu le sujet quand il y a effectivement du confinement, on bouge plus beaucoup. Il y a des sujets sur la partie, là si je parle de la mobilité à l'échelle d'un territoire, parce que je pense que au-delà c'est un peu plus compliqué, mais à l'échelle d'un territoire, on voit que le sujet du pendulaire domicile-travail et pas cœur. On voit que dans certains espaces, c'est 20% des mobilités. Donc le fait de se dire plus de télétravail, déjà, c'est pas pour tout le monde, le télétravail. Et ça bouleverse pas. Alors il y a d'autres phénomènes comme la pandémie où certains se sont dit je me remets dans ma bulle à un moment donné. Donc ma bulle, c'est soit l'autosolisme, soit heureusement le vélo dans certains cas. Alors maintenant, les gens reviennent dans le transport public. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas le digital qui va guider tout ça. C'est pas un facteur entre guillemets influençant pour toi à l'extrême. Xavier? Moi, pareil, très peu d'influence, je pense. Il y a une question de lien social qui est liée, et tout le monde a pu le vivre, qu'au bout d'un moment confiné, on ne tient pas. Le télétravail 100%, c'est pareil. Et juste si on prend l'exemple du télétravail, on voit avec toutes les statistiques, on va dire, ça impacte au maximum 5% de la mobilité. Et ça, c'était quand ça bat son plein. Donc voilà. Donc, même si on y met des incitatifs, même si vous entre guillemets, vous pensez pas que ça peut influencer un petit peu ces types de comportements? Tout le monde ne télétravaille pas. Donc, oui, bien sûr. Donc c'est déjà, si on regarde, tout le monde n'est pas actif. Donc voilà, il y a les retraités, les étudiants, etc. Donc quand on coupe ces sous-groupes, au final, il y en a pas tant que ça. Et la typologie des mobilités ne sont pas toutes. C'est pas parce que je télétravaille que je n'ai plus de mobilité. Là aussi, parce que j'ai besoin de m'aérer, je vais me déplacer aussi par ailleurs. Donc c'est pas, enfin, on est aligné. C'est pas un impact. Ce qui a été un impact fort, c'est effectivement le confinement. Là, bien sûr. Quand on emprisonne les gens, c'est plus. Heureusement qu'on a eu le numérique pendant le confinement, parce que ça a permis quand même de poursuivre une certaine activité quelque part quand même. Donc le numérique était quand même au rendez-vous. Alors c'est vrai que c'est pas le numérique qui va fixer la suite. Ça paraît évident. Ok. Ça paraît évident. Par contre, ce qu'on peut espérer quand même, c'est qu'il y ait quelque part que ça puisse avoir peut-être des effets sur les heures de pointe, par exemple, ou sur ces fréquentations de pointe. Oui, ça va venir améliorer entre guillemets l'expérience, tirer des leçons, tenir compte un peu de cette expérience pour poursuivre sur le champ de management de la mobilité et d'agir peut-être sur les heures de pointe, par exemple. Vincent? Oui, de toute façon, non, ça va pas empêcher. Je suis pas du tout en désaccord avec ce qui a été dit, c'est sûr. Et par contre, la mobilité a toujours évolué, quoi. En fait, finalement, là, je pense qu'on vit, c'est un accélérateur de changement. La mobilité a toujours évolué. Ça a évolué par des nouveaux modes de déplacement. Quand l'avion est apparu, quand la voiture est apparue, finalement, on s'est déplacé complètement différemment. Ça a amené d'autres choses, le TGV. Et finalement, il y a toujours des choses qui font évoluer. Et finalement, on se déplacera toujours.
Ça, oui, je pense qu'on est certain. Sauf si on est là avec les comment ils appellent ça là, Facebook, les mondes virtuels. Reverse World. Les Reverse World, c'est ça. Est-ce que ça va nous faire rester chez nous, comme dans Wall-E, où on est dans un vaisseau et puis on regarde le monde comme des gros obèses et tout, etc. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Mais c'est sûr qu'on va changer nos pratiques. Est-ce qu'on va être dans une logique, on regarde de plus en plus dans les villes avec une logique de quartier. Est-ce qu'on se déplace plus pour avoir des commerces proximité? On parle de local. Est-ce qu'on va consommer plus local? Est-ce qu'on va aller plus chez son épicier et moins en périurbain, dans une grosse zone d'activité où il faut forcément une voiture pour y accéder? J'imagine qu'il y a des choses comme ça qui vont changer. On va pas forcément du coup avoir les mêmes pratiques de déplacement, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Jérôme, est-ce que tu penses que là, ce que tu dis, est-ce que le numérique, c'est un game changer comme l'a été le train, la voiture, etc. Est-ce que c'est un vrai game changer ou pas, Jérôme? Oui, c'est un game changer, incontestablement, ça c'est sûr. On reviendra. En plus, ça contredit ce que j'allais un peu dire, c'est-à-dire que non, mais je crois beaucoup au cycle. Même si dans le numérique, bon, évidemment, arrivé à la 15G, faudra peut-être qu'on fasse un peu de retour en arrière. Je crois beaucoup au cycle. En revanche, je crois vraiment que dans le digital, on est parti pour un certain temps. Dans la mobilité, je pense que voilà, il y a des cycles un peu de repli sur soi, une certaine fermeture, un dégoût certain pour certains. Certains commencent à ne plus pouvoir prendre l'avion, par exemple. Donc on se dit bon on a quand même, on est quand même grandi avec l'avion et maintenant on voit que certains jeunes ne peuvent plus prendre l'avion. Donc étude sortie il y a 3 jours. Ceux qui prennent le plus, ils le prennent un tout petit peu moins souvent, mais pour les plus longues distances, c'est les jeunes générations qui prennent le plus l'avion. Et c'est sorti sur il y a des longues quelques jours. distances, ouais. Et 90% des trajets en Europe sont sur des zones qui seraient atteignables en train. Enfin, en fait, oui. Ok, mais en fait, ce qui pollue le plus, c'est quand même globalement les petites distances en avion. Mais effectivement, parce que, effectivement, ils ont peut-être heureusement ou pas, on a encore envie de voyager. Mais voilà. En tout cas, je voulais juste finir sur les cycles parce que je pense que c'est une affaire de cycle. Écoutez, bien sûr, ça, vous avez compris que ce sujet-là pouvait durer très très longtemps et qu'on pourrait rester toute la journée. En tout cas, merci aux 5 intervenants. Je vous propose de les applaudir parce qu'ils ont fait un exercice de style qui était pas simple, sous ma houlette. Et puis, je vous remercie pour la patience et les contributions que vous avez pu nous donner. Et puis, je vous propose d'aller déjeuner. Et puis, on aura sans doute l'occasion de rééchanger là-dessus. Merci à tous et à toutes.